Qu'entend-on par motivation en entreprise? La question peut sembler triviale, hein. Nous avons tous le sentiment de savoir ce qu'est la motivation. Mais lorsque l'on regarde les enquêtes qui se multiplient sur le sujet, on découvre que les réponses sont très différentes, au point qu'il devient impossible d'en tirer une quelconque conclusion. Et sans conclusion, pas de moyen d'action. Voici par exemple une enquête de 2014. Les résultats semblent aller vers plus de sens, plus de collaboration et d'interaction, et plus de compétences. Et en voici une autre datant de 2018. 4 ans plus tard, ici, les résultats sont totalement différents. C'est le salaire qui prend les devants, de très loin, suivi par un équilibre vie privée-vie professionnelle. Ici, un autre exemple, réalisé par la même agence, donne une vision de ce qui motive à aller travailler. L'aspect financier domine largement, comme pour l'enquête précédente, mais cette fois-ci, c'est l'aspect professionnel qui vient juste après. L'aspect social, lui, est repoussé loin derrière, avec seulement 8%. Et comparé à ce dernier exemple de 2019, nous sommes à nouveau dans des résultats qui n'ont plus rien à voir. Alors, qui a raison? Eh bien, personne. Personne, car il y a un élément central qui est constamment négligé dans ce type d'enquête. Un élément qui, pourtant, a été théorisé dès 1969 par Clayton Alderfer. Cet élément, c'est la distinction entre les différents types de besoins qui motivent les gens à aller travailler. Si je vous demande pourquoi travaillez-vous, ce n'est pas la même question que pourquoi faites-vous ce travail ou encore pourquoi aimez-vous aller travailler. Nous avons classé les besoins en 4 catégories. Le premier besoin est une nécessité matérielle. Nous travaillons parce que c'est la façon la plus commune de gagner de l'argent. Si l'on pouvait choisir, sans doute préférerions-nous ne pas travailler, ou du moins ne pas être contraints au travail, mais dans la grande majorité des cas, nous n'avons pas le choix. C'est donc plus qu'un besoin, c'est carrément une obligation. Le second besoin est celui de l'appartenance sociale, c'est ce qu'on appelle le niveau grégaire. Moi vis-à-vis du groupe. C'est aussi un besoin fondamental. L'être humain est avant tout un animal social. Nous avons besoin de contact et de relations humaines. Et nous avons besoin de ressentir un lien d'appartenance avec une communauté, avec un groupe social. Le troisième besoin est professionnel. Quitte à venir travailler, autant que j'en profite pour me construire. C'est une volonté de développement personnel, de compétences, d'expérience et d'expertise. Je cherche un milieu où je vais pouvoir m'épanouir suivant mon tempérament. Et enfin, le quatrième besoin est celui du sens, de l'engagement sociétal. Il y a une raison à mon travail. Il est utile pour ma communauté, je sers à quelque chose. Et ce sera d'autant plus gratifiant que ce quelque chose corresponde à mes valeurs, qu'il soit au-delà de l'action elle-même, qu'il soit spirituel. Alors ces 4 types de besoins ne stimulent pas tout le monde de la même manière, loin s'en faut. Ces besoins varient en fonction de la réalité de chaque personne, de son tempérament, de son urgence, car ces besoins varient aussi dans le temps, ils fluctuent en fonction du contexte et de l'environnement. En réalité, ces besoins ne sont pas très stables sur la durée, mais au moins, ils sont déjà identifiés. Alors j'ai utilisé le terme besoin comme le faisait Alderfer, je pourrais ajouter une nuance, le désir. Car la motivation, c'est aussi le désir, c'est même surtout le désir. Peut-être pourrait-on dire alors, le désir naît du besoin, là où cesse la nécessité. Si vous aimez l'aspect plus philosophique de la motivation, je vous invite à regarder l'excellente conférence d'André Comte-Sponville sur le bonheur et la motivation au travail. Vous trouverez les liens dans l'annexe de la vidéo. Il n'empêche en tout cas que si le travail pouvait déjà répondre à ces 4 besoins, nous aurions fait un grand pas en avant. Et c'est bien là tout l'intérêt de la motivation systémique et de ce programme en particulier. La motivation désigne une hypothétique force intra-individuelle protéiforme qui peut avoir des déterminants internes et ou externes multiples et qui permet d'expliquer la direction, le déclenchement, la persistance et l'intensité du comportement ou de l'action. Voilà le genre de définition que l'on peut trouver sur la motivation et c'est loin d'être la définition la plus complexe. La motivation ressemble plus à un concept polysémique, très vaste, trop vaste peut-être.
d'autant plus vaste qu'il se caractérise sous une forme endogène. Cela veut dire que la motivation se crée et se développe à l'intérieur de l'individu. Nous, extérieurs à cet individu, nous ne pouvons être que spectateurs des symptômes du phénomène. Nous observons les changements de comportement sans avoir jamais accès à l'origine de cette force. Elle nous est cachée, invisible, impalpable. Et bien souvent, elle est aussi de l'individu lui-même qui n'a pas toujours conscience de ses propres sources de motivation. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant, et vous verrez, cela a toute son importance. Mais par contre, cela n'a rien à voir avec le concept de motivation intrinsèque. Vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est une notion très utilisée en coaching et en accompagnement des équipes. Hélas, elle est souvent mal comprise et elle entraîne alors une certaine confusion dans ce qu'elle représente réellement. Alors, revenons un petit peu sur l'histoire. Dans les années 70, Édouard de Sy et Richard Ryan distinguent deux types de motivation. D'un côté, la motivation extrinsèque, c'est la motivation qui est liée au plaisir du résultat de l'action, et de l'autre, la motivation intrinsèque, qui est une motivation liée au plaisir de l'action elle-même. Les aspects intrinsèques et extrinsèques de la motivation sont à associer à l'action, et non pas, comme on le dit régulièrement, à l'individu. Si c'était le cas, on parlerait, comme on l'a fait, de motivation endogène ou exogène. Alors quelques années plus tard, dans les années 90, Édouard de Sy prolonge son raisonnement, il rajoute le concept d'amotivation, c'est-à-dire l'absence totale de motivation, mais il en profite aussi pour affiner le concept de motivation extrinsèque, et il lui donne 4 sous-catégories, qui peuvent se résumer en 2, la régulation externe et la régulation interne. La régulation externe signifie que je fais les choses pour quelqu'un d'autre. Le résultat est par exemple pour mon manager, pour mon équipe, pour ma famille. En tous les cas, il n'est pas pour moi directement. A l'inverse, la régulation interne signifie que je fais bien les choses pour un résultat, mais cette fois-ci pour moi-même. Les résultats de mon travail répondent à mes besoins, à mes désirs. Alors comme vous le voyez, ces 3 types de motivation ne sont pas exclusives. Au contraire, elles peuvent s'additionner. Et plus vous en avez, et plus vous avez envie d'agir. Par contre, les sources de ces motivations ne sont pas identiques. Et donc la responsabilité de chacune est à distinguer clairement. Si la motivation intrinsèque, c'est faire les choses pour le plaisir de les faire, sans en attendre de résultats, et donc sans réelle contrainte, on peut difficilement s'attendre à ce qu'elle soit de la responsabilité de l'entreprise. Et en effet, elle sera de la responsabilité pleine et entière du collaborateur qui est seul à savoir ce qui lui plaît et ce qui lui plaît moins. La motivation à régulation externe sera par contre de l'entière responsabilité de l'entreprise. Et c'est bien normal puisque c'est l'entreprise qui définit les moyens qu'elle met en œuvre, le cadre social, les salaires et les avantages extralégaux. Là où les responsabilités seront réellement partagées, c'est au niveau de la motivation à régulation interne. C'est le plaisir des résultats, mais pour un bénéfice personnel. Ça peut aller d'une prime au résultat, purement financier, jusqu'à un plaisir réel d'avoir accompli quelque chose de fort, de s'être dépassé, une fierté d'accomplissement. En motivation systémique, il sera crucial que le management comprenne l'importance que prend le plaisir des résultats pour l'individu. Ce plaisir dans la qualité et dans la performance de ce que nous faisons. C'est au niveau de ce résultat que la motivation systémique va se concentrer principalement. Puisque nous parlons de performance, peut-être peut-on l'utiliser pour mesurer la motivation. La performance, et en particulier la mesure de la performance, ont été étudiées en long et en large. Il serait donc plus simple de passer par un élément observable et mesurable comme la performance pour définir le niveau de motivation. Alors commençons par placer la motivation dans l'échiquier de la performance. Les ingrédients de la performance sont la compétence, c'est-à-dire un mixte entre connaissance et expérience, la motivation, le désir, l'envie, là où les raisons de faire l'action, le contexte, le cadre de travail, matériel et psychologique, et le temps, le délai. Dans une performance, il y a toujours un facteur temps. Et pour la mesure de la performance, il faut rajouter une référence, un taux de base.
Cette valeur servira à mesurer le delta, la variation avec le nouveau résultat, qui représentera la réelle performance. Ce passage par la performance sera d'autant plus efficace que le travail est modélisé et industrialisé et que les influences contextuelles seront minimes. Il sera par exemple possible de minimiser le contexte en mesurant un grand nombre de fois la même action. La moyenne devra amortir les fluctuations positives et négatives de l'environnement de travail. En contrepartie, le principal défaut de cette méthode est qu'elle impose un taux de base, un résultat de référence. Et lorsqu'on travaille dans un univers VUCA, il devient très difficile d'envisager des comparaisons. La méthode que nous employons généralement en tant que consultant externe, c'est l'enquête. C'est l'évaluation subjective des collaborateurs. Mais à la différence des enquêtes génériques qui sont publiées dans les magazines grand public, nous travaillons sur la distinction entre les types de besoins. Et plus encore, nous séparons les attentes du ressenti. Grâce à un questionnaire, nous interrogeons anonymement le plus grand nombre de personnes au sein de l'entreprise. Les questions vont donc porter sur les 4 besoins dont nous avons parlé plus tôt dans ce chapitre. Le besoin matériel, le besoin social, le besoin professionnel et le besoin sociétal. Et pour chacun de ces types de besoins, nous allons chercher à savoir 2 choses. D'un côté, ce qui est espéré par le répondant, ce qu'il attend, ce qu'il aimerait avoir, et de l'autre côté, ce qu'il a réellement, ce qu'il vit, ce qu'il ressent dans les faits. Nous obtiendrons ainsi un tableau qui nous montre 8 résultats, et c'est à partir de ces 8 résultats que nous pouvons envisager une stratégie de motivation systémique. Voilà, ce premier chapitre est terminé. C'était le plus théorique, ne vous inquiétez pas. Vous trouverez toutes les informations complémentaires en annexe de cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice qui se rapporte au sujet que nous venons de traiter. Il vous permettra d'évaluer pour vous-même vos niveaux de motivation dans le cadre de votre travail. La prochaine vidéo introduira le sujet des drivers de motivation systémique, qui sont essentiels à stimuler le système. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.